que ça entraîne une sorte de suspension de la pensée chez l'interlocuteur, avec une mine de dégoût. C'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois. Il y a « Ah bon, ça existe ?» Et puis tout de suite va venir la phrase « Enfin, une femme, ça ne peut pas violer. » Le chiffre noir représente cet ensemble des infractions commises qui ne sont pas portées à la connaissance des autorités judiciaires. Il est très très délicat de pouvoir avoir une idée assez précise de ce chiffre noir. Peut-être qu'il est plus important concernant les femmes. Il y a certainement des femmes qui ont des pathologies, des déviances qui peuvent en effet être à l'origine d'actes commis sur des enfants. Je crois que il faut l'entendre. C'est peut-être ça la difficulté. Il n'y a pas besoin d'être nanti d'un pénis pour violer un enfant. Une mère incestueuse, une femme pédocriminelle, la même imagination pénètre le corps de l'enfant de toutes les façons possibles. Et ça nous horrifie parce que c'est impensable. Parce que on se dit c'est pas possible ça. Parce que ça touche à quelque chose de tout à fait fondamental. Donc c'est le tabou parce que ça touche à quelque chose qui ne devrait pas être. Ça a commencé vers 6 ans et demi. Elle m'a appelée, premièrement au départ c'était pas pour me faire venir dans le lit, elle était dans son lit certes, allongée. Mais bon, il n'y a rien d'anormal à cette situation. En fait, ça a vraiment commencé avec un jeu de société. C'était un jeu qui s'appelle Les Petits Chevaux. Et bon, c'était le jeu préféré de ma mère. On commence à y jouer. Moi, je voulais pas y jouer, il était tard et je tombais de sommeil. Toujours est-il qu'elle a commencé à s'énerver. Puis elle buvait de plus en plus. La bouteille était vide. Elle est partie en chercher une autre. Elle s'est remise dans le lit. Elle était en chemise de nuit à moitié déboutonnée. Et puis, au fur et à mesure, elle a ouvert les couvertures. Et elle était plus habillée, elle était déboutonnée, son espèce de chemise de nuit était ouverte. Et là, elle m'a attirée vers elle et elle m'a clairement demandé de la toucher pour lui montrer que je devais, soi-disant, regarder quelque chose. Alors, elle m'a dit, regarde comment s'est fait une femme. Alors, je voulais pas, tu vois, mais là, elle s'est fâchée, elle le prenait très très mal et elle devenait violente, quoi. C'était viens ici, mais regarde, hein, t'as vu, et moi je suis gentille avec toi, et toi regarde comment tu es désobéissante, et après tu t'étonnes. Et là, elle a saisi ma tête et elle me l'a mise sur son sexe. La suite n'est pas plus reluisante que ce que je te raconte là. Je suis partie en rampant dans ma chambre. Les faits se sont reproduits le lendemain soir et le surlendemain soir, et puis ils ne se sont plus reproduits jusqu'à ce qu'elle rencontre mon beau-père. Dans un premier temps, il a pu laisser ma mère me laver, sous prétexte que j'étais assez grande. C'est lui qui a pris la relève, il lui disait que elle m'écorchait le corps, et c'est vrai qu'elle me frottait comme une débile, elle me coupait les ongles à sang. J'ai été ce qu'on peut appeler violée par mon beau-père. Ma mère était active. Ma mère a choisi parfois de faire débuter les hostilités. Pour moi, c'est des hostilités. C'est ma mère qui, au départ, n'a pas envie de le décevoir. Cet homme, elle veut le garder, tu comprends, elle veut se faire épouser par lui. Et puis, en plus, elle vient de tomber enceinte de lui. Donc là, en plus, elle n'est même pas dispo, donc elle m'envoie chez lui. C'est une femme qui n'a pas eu besoin de mon beau-père dans sa vie pour qu'un jour, elle me retire mon t-shirt, ma poitrine était descente, elle m'a balancé dans la rue. C'est un plaisir vicieux, c'est de l'humiliation, mais ne me dis pas que ce n'est pas sexuel, quoi. Parce que moi, ça a été la honte de ma vie. La honte de ma vie quand tout le quartier m'a vue. J'ai supplié pour rentrer, j'y suis restée jusqu'à putain de 23 heures. Avec mon absence de t-shirt. Ça passera de la maltraitance à... oui, aux photos, hein, et alors on différencie les poses, et alors déshabille-toi, mets-toi en plein milieu sur la couverture. Ça, c'est des idées à ma mère. Pas à lui. Moi, j'ai eu le courage. Une après-midi, c'est quoi ? Je suis partie, je devais aller à l'école, rien du tout l'école, oui. Direction la gendarmerie nationale, à 1 kilomètre à pied.
Je suis arrivée à la gendarmerie nationale, je suis rentrée, j'ai dit que je voulais porter plainte. Ils ont été condamnés pour attentat à la pudeur avec violence, plus maltraitance. Mon procès me donne le droit de m'exprimer. Je suis majeure, je suis autonome, je suis mariée, je ne lui dois rien. La découverte de la femme chez la mère est relativement récente, là aussi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il est apparu possible d'écrire des comportements dont elles étaient les initiatrices, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a besoin, en effet, de croire que la mère est quelqu'un de merveilleux, d'intouchable, et de quelqu'un qui peut répondre à tous les besoins dans de bonnes conditions. Il y a une espèce d'idée de l'instinct maternel comme ça qu'on continue à nourrir malgré tout ce qu'on a pu dire par ailleurs, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, la mère a tout à apprendre. C'est un grand débat, là. Je crois qu'en effet, la sexualité féminine active est admise peut-être depuis peu de décennies. On était peut-être considéré comme celle qui comble l'autre, mais qui n'a pas forcément des désirs propres et des besoins propres et une activité propre. On a le même paquet de libido, de désir, de pulsion. Et la différence, justement, c'est que pour la femme, étant donné sa proximité de l'enfant, ça sort plus facilement, ça s'élabore certainement d'une façon plus directe et plus spontanée. Donc, l'idée qu'elle est passive par rapport à l'enfant ne tient pas debout. Au contraire, elle est très active, et c'est pour ça qu'elle est tentée de prendre possession de cet objet, de le pénétrer, de faire des tas de choses, parce que c'est ça sa libido. Les femmes qui attaquent des enfants qui ne sont pas les leurs ont en général choisi les professions qui vont leur permettre de les avoir à leur portée très aisément. Et ça fait voler en éclats toutes les idées reçues sur cette soi-disant passivité sexuelle féminine. L'acte d'agression sexuelle n'est pas forcément purement sexuel, mais n'est plutôt une histoire de violence et on peut dire d'emprise. En tout cas, c'est plus une agression qu'un élément sexuel. Ces mères qui utilisent sexuellement leurs enfants pour se satisfaire, pour exercer un pouvoir sur leur enfant, elles le font pour elles-mêmes. L'enfant n'existe pas, il est transformé en objet. La jouissance ne se base pas sur la sexualité, elle se base sur la cruauté et la destruction de l'autre. Toute agression sexuelle est une forme de rapt. Parce que l'agresseur sexuel, c'est celui qui va supposer que l'autre possède un bien qu'il n'a pas. Et donc il va tenter de l'acquérir. Donc c'est forcément une attaque. Et l'attaque peut être plus ou moins porteur de destructivité. Destructivité de l'enfant, destructivité de son psychisme, destructivité de l'environnement. Mais on ne peut pas considérer cela comme un acte d'amour. C'était la dame qui s'occupait de moi, en fait, qui me gardait. Qui me gardait quand mes parents travaillaient. Alors, à l'époque, c'était dans les années 70, on appelait ça la bonne. En fait, ça a duré de l'âge de 2 à l'âge de 6 ans. De 2 à 6 ans. J'ai toujours eu 4 flashs que j'ai jamais oubliés. Donc ces flashs m'ont perturbé pendant mon enfance et pendant mon adolescence, et ça a continué. Un flash de violence physique, donc de coups, ça je m'en souviens très bien. Un flash où elle utilisait les sous-vêtements de ma mère, par exemple, qu'elle se mettait nue avec moi. Elle n'arrêtait pas de me caresser dans tous les endroits. De mes parties génitales et de façon extrêmement profonde et de manière violente. Et ça me gênait. Et son regard me gênait quand elle ne cessait de me mettre nue dans l'appartement. J'étais gêné. Parce que c'était un regard qui n'était pas un regard affectueux, c'était un regard de désir. De désir où j'ai été effectivement très jeune, plongé dans un désir sexuel. Et c'est ça qui est très perturbant, parce qu'à 2 ans, enfin quand on est enfant, on n'a pas à être plongé dans le désir sexuel d'un adulte. Moi je me disais, mais c'est pas normal, elle me fait elle m'explique qu'elle me donne de l'affection, et en même temps, elle me touche partout de façon très agressive, elle me tape la tête contre les murs en même temps qu'elle me fait un câlin, puisque le flash que c'était, j'avais mon lit qui était juste à côté d'un mur, et je me souviens très bien de ma tête qui tapait contre les murs pendant qu'elle me sautait dessus.
Dans le cadre de mon travail de thèse, donc j'ai rencontré 40 femmes qui étaient incarcérées pour des peines criminelles. Et dans ces 40 femmes, 13 l'étaient. Donc elles étaient incarcérées et ont été condamnées pour viol, agression sexuelle en tant qu'auteurs et complices. Hein. Donc 13 femmes sur 40. Et sur ces, dans l'étude de leur dossier, il n'y a pas au fond un profil type de la femme auteure d'agression sexuelle. Il n'y a pas une typologie type qui met en avant le processus de passage à l'acte. C'est aussi rassurant de penser que c'est chez les autres, que c'est chez dans des histoires zolaesques un petit peu, hein, de gens qui seraient dans le bas-fond du bas-fond, qui ne nous ressemblent pas. En pratique, c'est évidemment, on retrouve ces faits-là aussi bien chez des dirigeants d'entreprise que chez des ouvriers, que chez des gens effectivement dans des misères sociales ou intellectuelles terribles, mais aussi chez des gens qui nous ressemblent. Souvent, on constate que ce sont des mères qui se sont isolées dans leur rapport à l'enfant et qui, sans s'en apercevoir, pour des raisons quelquefois matérielles, réelles, hein, le fait que le conjoint soit absent, le fait qu'elles aient une certaine solitude affective, concentrent leur libido, leur sexualité autour de cet enfant. Parce que l'enfant est quelqu'un d'extrêmement séduisant. C'est normal au départ qu'il représente un peu tout pour elle, mais s'il n'y a pas le contrepoids d'un homme, de quelqu'un tout au moins qui correspond à leur désir sexuel et d'un environnement un peu porteur, elles vont avoir tendance à focaliser leur sexualité sur lui. Ce que j'ai observé dans mon travail clinique, c'est que certaines situations de mères qui étaient devenues à un moment donné agresseuses sexuelles de leurs enfants, c'était dans des situations d'abandon, de sentiment d'être exploitées, et elles décidaient de se venger, et de se venger sexuellement sur leur enfant. Aussi haut que je puisse remonter, ça a commencé vers 6 ans. C'était une de mes cousines, de 10 ans mon aînée. Elle était violente, elle était insultante, elle était perverse. Elle avait certainement une emprise sur moi. Mais la problématique, c'était que la violence était de mise dans cette famille. La caresse, le baiser, le sourire ne transparaissaient jamais. À part ceux qui étaient considérés comme étant vraiment membres du clan. Mais la personne qui m'a violée était elle-même considérée comme marginale et subissait de la violence. Et elle me l'a dit clairement. Ta mère me l'a fait. Et ça a été le truc, je crois, le plus terrible qui soit pour moi. J'étais anéanti, sur l'instant. Anéanti, parce que je comprenais pas pourquoi je devais être victime de ce que ma mère avait pu faire à cette personne. Et puis, par la suite, en me disant elle n'avait pas le droit, en fait, de me tenir responsable de ce que ma propre mère lui avait fait. Elle n'avait pas le droit, parce que ça fait de moi une double victime. Parce que on a envie d'aimer sa mère et on la déteste. Malheureusement, je ne peux pas concevoir ma souffrance sans concevoir la sienne. Et je ne peux pas concevoir mon viol sans concevoir la vie, sans avoir conscience de la vie qu'elle a pu vivre. Et je sais trop bien qu'elle a souffert. Donc pour moi, c'est une victime qui a essayé de s'en sortir d'une mauvaise manière. C'est ça qui est terrifiant. Il y a d'autres choix pour les victimes que de devenir coupables, ou que de vouloir à tout prix se venger. Il faut l'accepter et puis vivre sa vie, c'est tout. Ça s'est arrêté parce que je suis parti, premièrement, et puis je crois que lorsque j'ai commencé à devenir un homme,
je n'étais plus intéressant. Parce que je pense que foncièrement, elle avait peur des hommes. Il ne peut y avoir d'égalité entre le corps d'une femme et le corps d'un enfant. Parce qu'il y a un dominé, il y a une dominante. Et lorsqu'on est un enfant, on ne peut pas avoir la maîtrise du jeu comme l'ont les adultes. Donc en ça, je ne me sens pas coupable. Parce que je n'avais pas les mêmes billes. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'effectivement, elle a tenté de me rendre coupable aussi pour masquer sa propre souffrance, sa propre réalité. C'est toujours pire quand c'est une femme qui pose un acte criminel ou déviant. Je pense que les idéalités, les valeurs que l'on dépose chez la mère et chez la femme sont telles que tout d'un coup, quand elles rompt avec ces valeurs-là, c'est énorme, c'est pire qu'avant. Et c'est pire qu'un homme. On a connu ça pour l'alcoolisme, on connaît ça pour la drogue, on connaît ça pour toutes les questions de déviance, d'une certaine manière. En quoi un adultère commis par une femme serait-il plus grave qu'un adultère commis par un homme? Il n'y a pas de différence entre les actes transgressifs sexuels des femmes et ceux des hommes. Il n'y en a pas. Les caractéristiques de la scène criminelle sexuelle, elle peut être l'égale de l'homme. Alors, je ne dis pas qu'elle est plus violente quand elle passe à l'acte. Elle n'est pas plus, elle n'est pas moins. Elle est légale. Parce que parfois on entend dans les discours que quand la femme va passer à l'acte, eh bien, on va avoir des comportements beaucoup plus violents, des tortures, actes de barbarie, etc. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on peut retrouver ces caractéristiques aussi bien chez l'homme et aussi bien chez la femme. C'est pas une question de sexe. Au fond, qu'est-ce que l'homme ou la femme auteur d'agression sexuelle va transmettre de ses normes et de ses valeurs à l'enfant? En quoi l'homme ou la femme agresseur sexuel va imprégner l'enfant de telle manière que celui-ci va devenir un otage de ses fantasmes? Les victimes, parfois, ne savent pas que ce qu'elles ont subi est un crime, est un inceste. Parce que ça a été commis par une femme et c'est impensable. J'arrivais pas à mettre le mot inceste sur ce genre de choses. Parce que c'était ma mère et que je l'aimais. Et qu'on a toujours été fusionnels, proches. Quand c'est la mère, enfin, c'est difficile à gérer parce qu'on est aux prises à beaucoup de sentiments contradictoires, d'amour, de rébellion, mais je préférais, moi, me trouver folle que d'oser penser quelque chose comme ça. J'ai revu une scène d'attouchement, donc, complète. Et puis j'ai revu que comme j'avais eu du plaisir, j'ai donc revu que j'ai redemandé à ma mère de le refaire et qu'elle a accepté le lendemain. Puis après c'est parti dans l'oubli. Mais j'avais pas notion à l'époque que c'était mal. Il n'y avait pas de pudeur, il n'y avait pas de. Il y avait beaucoup de. Enfin, on parlait beaucoup de sexualité avec moi, enfin ma mère et moi. Enfin, j'écoutais. Ça paraissait être quelque chose de naturel. Enfin, ce que j'entendais dire, c'était que toutes les familles étaient comme ça, que c'était normal d'être agressé, c'était normal de parler de sexualité. Enfin, c'est comme si on était complètement imbibé d'inceste, je ne sais pas comment dire. Je ne savais pas où était la norme, où était le bien, où étaient les limites. Dans ma tête, j'étais pas claire. C'est dommage. Une mère qui viole, c'est 2 fois pire parce que non seulement c'est elle qui agit, mais c'est vers elle qu'il aurait pu y avoir un recours. La consolation, elle est toujours la Vierge Marie qui console. Donc il n'y a pas de consolation possible. Devoir dire ma mère a profité de ma croyance pour abuser de moi, c'est accepter de mettre en cause les fondements même de notre existence. C'est comme la première pierre sur laquelle on a bâti notre vie qu'on est en train de fissurer.
Je n'ai pas beaucoup de situations en tête où un adulte victime de sa mère dans l'enfance ait réussi à déposer plainte contre elle. Parce que c'est vraiment tellement anéantissant, c'est tellement retourné au néant avant la vie que déposer plainte, ça ne prend pas sens dans leur esprit. Parfois même, une victime ne supporte pas que son bourreau aille en prison. C'est pas ce qu'elle souhaite, hein. Elle souhaite la vérité, elle souhaite être reconnue. Mon histoire a commencé avec mon beau-père. J'avais 14 ans, presque 15. Je pensais que ma mère n'était pas au courant, mais elle l'était depuis le début. Et c'est après, au bout de 2 ans, que je me suis rendu compte que finalement, cette maman, elle était aussi coupable que mon beau-père. Elle prévoyait, elle lui laissait le temps et elle a participé. Ma mère m'a demandé de le caresser. Et j'aurais jamais cru que on en serait arrivé là. J'aurais jamais cru qu'elle le voulait. J'aurais jamais pensé que ma mère était au courant et qu'elle me ferait faire une chose pareille. Quand mes parents se sont séparés, papa avait déjà retrouvé une personne dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que ma mère a eu un comportement assez terrible, puisque son souhait était de partager la vie de mon père et de sa nouvelle amie. C'est aussi pour ça que papa a décidé de divorcer assez rapidement et de s'en éloigner. Je crois tout simplement que ma mère a décidé de reproduire ce qu'elle n'avait pas pu faire à cette époque-là. Je pense qu'elle a eu envie d'une vie à 3 et elle s'est servie de sa fille. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de porter plainte. Au commissariat, on n'a pas voulu me croire sur le fait que je pouvais vivre sous le même toit que ma mère et mon beau-père, qu'il se passe tout ça et que je ne dise rien. J'ai parlé de ma mère la deuxième fois que j'ai porté plainte en fait, puisque la première fois ça n'a pas abouti et que mon dossier était fermé. Donc j'ai décidé de reporter plainte une seconde fois, là en expliquant réellement les choses et ce qui s'était passé. Et donc ma plainte a été à l'encontre de mon beau-père et de ma mère. Dès l'instant où j'ai déposé ma première plainte, je me suis retrouvée face à ma famille maternelle, face à des gens qui sont devenus des inconnus, totalement. Tout le monde m'a tourné le dos. Je me suis fait humilier, insulter. On m'a pas cru du tout. Au bout de 8 longues années de procédure, j'ai réussi à avoir un procès qui malheureusement s'est très très mal passé. On m'a reproché de ne pas savoir dire non en fait. On m'a expliqué qu'à 14 ans, une jeune fille, elle sait dire non. Et que si on ne dit pas non, c'est qu'on l'a voulu. J'ai dit non, j'ai toujours dit non. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'en sortir. Je l'ai pourtant bien expliqué tout au long de mon procès que c'était difficile cette manipulation et cette emprise. Mais on ne m'a pas cru. On ne m'a pas cru. On m'a demandé de me taire, on m'a demandé de pleurer en silence. J'ai eu en face de moi des personnes de la justice qui ont rigolé, jusqu'à ce que mon avocate lui demande d'arrêter. Elle a osé continuer. Pendant des minutes et des minutes entières de procès, j'ai eu cette femme en face de moi rigoler sur mon malheur. J'ai trouvé ça horrible, horrible. Pour moi, il y avait que la justice pour m'aider. Et la justice, elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. À la fin d'un procès, on dit toujours que le doute de la justice profite aux accusés. C'est quelque chose de terrible. La justice pénale, par elle-même, n'a pas d'essence thérapeutique. La justice n'est pas là pour faire œuvre de thérapie. La thérapie, c'est un autre type d'action qui doit se dérouler dans d'autres conditions, dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Alors quand je dis cela,
je ne nie absolument pas la place que peut avoir le procès dans un processus de construction, reconstruction de la personne victime à l'égard justement des faits qu'elle a subis. Le changement actuel, c'est que la plaignante passe d'un statut d'instrument à un statut de personne. Et en tant que telle, ce qui est évidemment plus reconnu, c'est sa souffrance, mais sa souffrance psychique, sa souffrance subjective. Et dans ce contexte-là, la grande question, qu'est-ce que je suis dans tout cela? Qu'est-ce qu'on fait de moi, hein? Et dans qu'est-ce qu'on fait de moi, qu'est-ce que je vais devenir? J'en veux énormément à la justice. Je suis très en colère. Je voudrais qu'ils sachent qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vis très très mal à cause de mon procès, alors que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années. J'en souffre énormément. J'en pleure quotidiennement. Je suis passée en correctionnel parce que la justice a bientôt de travail et qu'un jugement en cour d'assises, c'est bien plus difficile. Donc on m'a tout simplement proposé une correctionnelle, ce qui n'était pas juste pour moi. Je pense qu'en cour d'assises, avec des jurés, on m'aurait plus écouté, ça aurait été sûrement plus facile pour moi. Je pense qu'en tant que juré, quand on a en face de soi une jeune fille qui raconte son histoire, je pense qu'on m'aurait cru, oui. Mon combat aurait été beaucoup plus facile si mon beau-père avait été le seul agresseur. C'était bien plus dur pour la justice d'avoir une mère en fait comme agresseur. Ouais. C'est bien plus difficile pour eux parce que je pense que pour la justice et comme pour beaucoup de personnes, une maman elle fait pas ça. Une maman elle fait pas de mal à son enfant. Donc c'est bien plus dur pour eux. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasiment plus personne. Mais j'ai les personnes les plus importantes. J'ai un papa qui, heureusement pour moi, est un vrai papa, qui est là tous les jours auprès de moi, qui souffre encore plus que moi, puisque j'ai un papa qui culpabilise. J'ai un papa et un grand frère qui sont tous les deux dans la même situation. On est une petite famille, voilà, de 3 personnes et on se soutient énormément. Et puis au final, j'ai pas de maman, j'ai un papa, mais j'ai un papa qui vaut toutes les mamans du monde. Lorsque, par une loi du 23 décembre 1980, le viol a pour la première fois été défini légalement, il est certain que l'hypothèse la plus courante qui était dans les têtes des députés, des sénateurs qui ont défini le viol, c'était des actes commis par des hommes et pas par des femmes. Donc je crois que la prise de conscience de cette réalité pourrait aussi conduire à des remaniements législatifs quant aux qualifications à utiliser par les magistrats. Les agressions sexuelles commises par des femmes sont arrivent souvent dans le cadre de soins habituels du maternage, emmener faire pipi, faire caca, laver, etc. Et donc, ça passe souvent inaperçu parce que les gestes peuvent sont pas enregistrés par la personne qui observe comme étant des gestes déplacés. L'enfant le sent. C'est en fait un inceste qui est commis sous couvert de soins donnés à l'enfant. Ça va être des lavements répétés, des introductions anales par des suppositoires, des thermomètres, mais sans qu'il soit nécessaire de commettre ces actes. C'est-à-dire que la mère ou la nourrice prend plaisir à commettre ces actes et les répète et les répète et les répète. S'agissant du nursing abusif ou du maternage abusif, il peut être qualifié de différentes façons. S'il y a un acte de pénétration de nature sexuelle, comme par exemple des lavages abusifs, donc pénétration dans l'anus par un objet, à ce moment-là, c'est un viol. J'ai subi ce que l'on appelle maintenant du nursing abusif ou de l'abus de maternage par ma grand-mère maternelle, devant mon grand-père maternel,
ainsi que ma cousine. Nous avons été élevées toutes deux de 3 ans à 7-8 ans par ma grand-mère. Elle nous faisait subir régulièrement des lavements très réguliers à l'une et à l'autre. C'était un traitement qui nous était appliqué très fréquemment sur ses genoux et face à mon grand-père. J'ai oublié pendant longtemps, à tel point qu'avec ma cousine, nous avons parlé de beaucoup de choses, parce que nous avons été violés par ailleurs par d'autres membres de la famille, mais de ça, jamais. Jamais, parce que c'était notre grand-mère et parce que on était persuadés qu'elle nous voulait du bien. Et puis après, j'en ai discuté, j'ai réfléchi, j'ai dit mais je n'étais pas malade. Je n'ai jamais eu aucun problème de ma vie. Je ne prends pas de laxatif, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Je n'en ai jamais eu. Ma cousine non plus. Donc je pense qu'elle était folle et que dans sa folie, elle nous a administré ça. Et ma mère m'a dit, mais non, elle comprenait pas, on peut pas lui en vouloir. Eh bien, si, je lui en veux. Ma cousine est morte de ce qu'on lui a fait subir quand elle était gamine. Elle est morte il y a quelques années, elle était droguée, alcoolique, et elle est morte seule dans une mare de sang. Et comme dit mon psy, un lavement, on se dit que c'est un traitement, mais on remplace le lavement, c'est un peu dur. C'est un terme qui est cru. Mais on remplace la poire de lavement par un godemiché, on voit. Et on remplace la grand-mère par un homme et on voit ce que ça donne. C'était vraiment la terreur. Contrairement, j'allais dire, au viol par un homme, et en dehors du nursing, le viol par un homme, on culpabilise aussi parce qu'on peut éprouver du plaisir et ça nous fait culpabiliser. Mais là, c'est différent parce que là, c'est pas du plaisir, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur, on va y passer. C'est vraiment ça. Ça va être mon tour après. On va y passer. Souvent, lorsque j'en parle, je dis la douleur que je ressens, je suis sûre que c'est la douleur d'un grand brûlé. J'ai l'impression que c'est une douleur qui consume. Si on lutte pas, c'est une douleur qui consume et qui brûle et qui détruit. Mais dire que l'on a subi un inceste de la part d'une femme, mais ça, personne ne veut l'entendre. Personne ne veut l'entendre. Une femme, c'est pas fait pour ça. Ça fait pas de mal, une femme. Ça met un enfant au monde, ça accueille, ça recueille, ça berce, c'est doux. Et si j'ai voulu témoigner, c'est pour dire que ça existe, que les femmes, même les saintes femmes, violent. Et qu'elles violent sous n'importe quel prétexte. Et qu'elles violent sous prétexte de soigner, sous prétexte de soins tendres. Et elles violent. Le plus grand ravage au niveau psychologique, c'est peut-être à l'approche de l'adolescence, quand justement la vie sexuelle de l'enfant commence à se construire. Si effectivement on lui crée une sexualité anachronique, j'oserais dire, c'est là où, à mon avis, ça fera le plus de dégâts. Les troubles vont apparaître avec un dégoût ou bien une frigidité partielle sur certaines parties du corps, ou bien des compulsions. Des personnes qui vont se comporter de façon addictive dans la sexualité, avec une errance sexuelle, beaucoup de partenaires. Et puis surtout, comme l'amour et la haine sont indissociablement mêlés dans le rapport au corps, c'est vrai que ça va compliquer toute la vie ensuite, avec une perte de l'estime de soi, avec tellement de symptômes. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est que effectivement, j'ai quelques difficultés avec l'homme, avec un grand H, mais les hommes, au moins, c'est plus facile. Mais une femme, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Quelle entourloupette elle va me faire? Et elle va encore m'avoir. Elle va encore me sodomiser. Et constamment, je suis obligée de lutter contre ça. J'ai vécu pendant presque 7 ans avec un homme, parce qu'il me rassurait. Et j'ai eu un enfant avec lui. Mais enceinte, j'ai dû reprendre une psychothérapie parce que ça a été horrible. Autant cet enfant, je le voulais, je le voyais né, mais je voulais pas être enceinte. Je voulais pas être enceinte parce que j'avais le sentiment qu'on voyait enceinte ce qu'on m'avait fait subir. Et puis ensuite, je ne voulais pas accoucher parce que j'avais le sentiment que j'allais accoucher de moi.
Et je me suis dit, mais surtout, il ne faut pas que j'accouche de moi. C'est une horreur, je ne peux pas accoucher de moi, je ne peux pas accoucher de ce monstre. Et mon fils, quand il est né, je me suis dit, mon fils est bien, c'est mon fils, ça pourrait être une très belle chose, mais moi, je ne peux pas mettre au monde quelque chose de beau, c'est pas possible. Et puis même, il est tellement beau que je ne peux pas m'en approcher, parce que si je m'en approche, je vais lui faire du mal. Donc j'ai mis beaucoup de distance entre mon bébé et moi. Et c'est son père qui s'en est occupé. Moi, je me suis mise en retrait totalement. C'était difficile. J'avais peur de reproduire. On a un peu trop dit que celui qui est pervers a été perverti. Qui a bu boira, qui a volé un œuf volera un bœuf, et etc., etc. Tout ça, ce sont des formules. Alors, on a repris toutes ces choses-là en parlant en termes plus scientifiques d'identification à l'agresseur. Et par ce biais-là, on a imaginé pendant longtemps, et encore on le fait encore, que celui qui a été l'objet d'agression sexuelle, forcément deviendra un agresseur sexuel. Mais nous n'avons aucune statistique pour le montrer ni pour le prouver. Donc je crois que les agresseurs sexuels aujourd'hui qui cherchent à s'en tirer, que ce soit les femmes ou les hommes, en disant « c'est pas de ma faute, j'ai été violé dans mon enfance », il faut être très méfiant. C'est pour moi souvent un alibi, et de toute façon ça ne veut rien dire parce que bien des gens ont été violentés qui ne deviennent pas violeurs, loin de là, et heureusement, parce que sinon ça ferait boule de neige. Et puis le vrai problème est souvent recouvert par des actes qui n'ont pas forcément l'importance que le sujet leur donne. Est-ce que nous sommes disposés à entendre que des garçons puissent être l'objet d'agressions sexuelles et de viols de la part d'une femme et éventuellement de leur mère? Est-ce que nous sommes disposés à entendre ça? C'est pas sûr. Est-ce que un garçon est disposé à entendre qu'il ait pu être violé ou agressé sexuellement? C'est pas sûr non plus, dans la mesure où, au fond, c'est une question de maturité et de convention, de modèles sociaux. L'accession pendant longtemps, et encore maintenant, l'accession du garçon à l'état adulte, à l'état d'homme, c'est le moment où il réalise ses relations sexuelles. Alors, peut-il s'en vanter auprès de ses copains, de ses pères, de ses amis? C'est vrai qu'on considère souvent que la sexualité chez l'enfant ou l'agression peut être un acte d'initiation. Tout dépend à quel moment ça se fait. D'une part. Deuxièmement, c'est vrai qu'aussi, le traumatisme, si on peut parler d'un traumatisme physique, il est plus évident sur un sexe qui est pénétré qu'un sexe qui est pénétrant. L'adolescent initié par une femme adulte et pouvant s'en vanter, c'est effectivement une façon de rationaliser intérieurement et de dénier la souffrance de l'exploitation. C'est beaucoup plus grave, évidemment, parce que l'érection est un réflexe, et le réflexe est là. Et dans ces cas-là, l'enfant ou l'ado se dit « mais je suis consentant puisque je bande », évidemment. Une femme qui se fait pénétrer par l'enfant masculin, y a-t-il viol? Évidemment, dans la psychologie de l'enfant, plus tard il peut le ressentir comme un viol. Juridiquement, la victime n'a pas été pénétrée, donc il n'y a pas viol. Ça aurait été plus facile si j'avais été une fille victime d'un homme. Je pense que j'aurais pu en parler plus tôt. Oui, j'étais élevé dans une société où il y a une certaine forme de... Oui, il y a une certaine forme de machisme, et la France, sur plein de sujets, reste un pays totalement machiste. Et effectivement, dans la mentalité machiste, de toute façon, un homme est fort. Et un homme, forcément, de toute façon, puisqu'il est le plus fort, peut pas être agressé par une femme qui est forcément inférieure. Donc déjà, il faut déjà dans sa tête arriver à se libérer de ce préjugé-là. Il y a un véritable travail d'explication à faire pour faire comprendre aux victimes, notamment lorsqu'elles sont masculines, lorsque ce sont des garçons ou des jeunes gens, que ce n'est pas parce que la loi pénale ne qualifie pas les faits de viol qu'elle n'est pas capable de reconnaître, mais pas devant la cour d'assises, devant le tribunal correctionnel, que ce qui a été commis, c'est bien une agression sexuelle, mais ce n'est pas un viol au sens où le code pénal l'entend et où la justice doit impérativement respecter la définition qui est contenue dans le code pénal. Alors j'ai voulu porter plainte en l'an 2000,
Le problème, c'est que ça s'est catapulté avec autre chose, c'est que c'était à 18 ans, c'était la découverte de mon homosexualité. Et donc là, le fait en fait que je demande des informations sur mes souvenirs, sur ce qui m'était arrivé enfant, ça m'est retombé dessus en fait, puisque tout mon entourage disait mais ces histoires d'enfance, pourquoi tu nous parles de ça? En fait, c'est parce que tu n'assumes pas ton homosexualité, c'est parce que tu veux trouver des excuses à ton homosexualité, il y aura un lien, alors qu'en fait dans ma tête, c'était bon. Je voulais dire que j'étais homosexuel, mais c'était pas ça qui me perturbait. Ce qui me perturbait, c'était ce qui m'était arrivé enfant, parce que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi je me sentais coupable. Moi, pendant toute mon enfance, concrètement, en plus avec mon éducation catholique, j'étais persuadé que j'étais un obsédé sexuel, parce que ce que j'avais vécu quand j'étais enfant, c'était sale, hein, et que finalement, je l'avais vécu, donc c'était moi qui étais un peu acteur de ce que j'avais vécu. Alors pas du tout. J'étais enfant, je choisissais pas. Effectivement, un homme victime d'une femme, c'était toujours c'est pas possible. Ça fait mal, mais ce qui fait le plus mal, c'est la deuxième étape après c'est pas possible. Et là où effectivement, là on s'effondre, j'ai pas eu envie de me suicider, mais presque, c'est quand on vous dit qu'en fait c'est vous qui êtes fou. Enfin, on vous dit, vous inventez des histoires, tout est faux, vous dites n'importe quoi. Quand c'est des thérapeutes, là, des gens qui sont censés être spécialistes, qui vous tiennent ce discours, là, c'est une troisième souffrance. Je suis allé consulter à partir de l'âge de 18 ans, et en fait, dès que je prononçais le mot « je suis homosexuel », c'était la seule chose qui les intéressait. Donc du coup, finalement, moi, je leur disais « je viens vous voir parce que je suis perturbé par des souvenirs que j'ai et de choses que j'ai vécues qui me paraissent pas normales quand j'étais enfant », et ils insistaient que sur l'homosexualité, voire d'autres allaient encore plus loin, disaient de toute façon homosexualité, pédophilie, c'est la même chose, ou d'autres aussi expliquaient, à travers leurs questions, essayaient d'éventuellement savoir si, en tant que personne abusée sexuellement enfant, étant en plus homosexuel, j'allais pas reproduire. C'est assez intéressant. En France, il y a un problème particulier, je crois, par rapport à la psychanalyse, concernant la réalité, et on dirait que la réalité n'est pas analysable. Elle l'est, il faut abandonner cette tarte à la crème, elle est analysable, il y a des faits dont on peut parler dans un travail de thérapie et qui aident ces personnes à se sentir mieux et à vivre différemment leur parentalité ultérieure, quoi. Ce n'est pas parce qu'on va effectivement évoquer la réalité de ce phénomène, femme auteure d'agression sexuelle, qu'on va stigmatiser la femme. Je crois qu'aujourd'hui, ça me paraît fondamental de dire qu'il y a cette problématique-là, il faut en tenir compte, d'abord parce que ça nous aide à comprendre le phénomène de la criminalité en général, et puis ça nous aide à comprendre le phénomène de la criminalité des femmes. Et mieux comprendre ce phénomène-là, au fond, ça nous permet de mieux le prendre en charge. On est peut-être moins sur l'explication au niveau d'une pédophilie féminine qui puisse exister. On mentionne qu'il existe des cas, mais c'est vrai que comme ils sont infimes, on passe moins de temps à analyser la psychologie. La psychologue d'ailleurs qui vient parle plus du problème de déviance de l'homme plutôt que de celui de la femme. J'admets avoir fait des déplacements dans certaines écoles, que ce soit pour les enfants, élèves, et que ce soit pour des professionnels. Et dans mon discours, je ne pense pas avoir forcément mis en garde les mineurs que j'avais en face de moi sur des faits d'actes sexuels pouvant être perpétrés par des femmes. Je crois que c'est aussi nos limites dans tout le partenaire professionnel qui travaille autour des enfants. À mon dernier passage à l'ENM, j'ai fait un atelier sur les femmes agresseuses sexuelles, et ces jeunes magistrats là disaient « mais vous savez, si vous n'étiez pas venu, je n'aurais jamais pu penser que ça existe ». Or, elles sont dans les statistiques de l'administration pénitentiaire, mais il y a un aveuglement. Quand on est juge d'instruction et qu'on prend connaissance d'agressions sexuelles commises par des femmes, par des mères, il faut un réel effort pour accepter ce fait.
À partir du moment où un professionnel s'autorise à émettre l'hypothèse que peut-être ça serait une situation d'agression commise par une femme, eh bien ça ouvre. Et en général, l'enfant va dévoiler plus aisément. Il suffit de ça. La prise en compte de la parole de l'enfant sera beaucoup plus importante si le questionnement qui est fait est absent de toute suggestivité. C'est pour ça qu'on place l'accent sur un récit libre. Il faut d'abord savoir écouter, ce qui n'est pas toujours facile dans la plupart des professions qu'on peut exercer. Il faut savoir écouter et essayer de faire parler l'enfant par des questions ouvertes et sans jamais trop rentrer sur des questions spécifiques. Ces enfants eh bien, donnent des signes qu'il faut apprendre à décoder, à reconnaître, à traduire. Et sont complètement envahis psychiquement par l'excitation, la génitalité de l'adulte qui les a agressés. Et donc leurs jeux, leurs dessins, leurs symptômes vont être complètement sexualisés. On va voir apparaître des dessins caractéristiques qui mettent en évidence de façon symbolique l'appareil génital féminin. On va voir des comportements sexualisés avec d'autres enfants, des petites filles qui vont mettre la main sur le sexe d'une autre petite fille qui est sur le banc d'à côté en écoutant la maîtresse. Voilà, tout va apparaître comme ça. Et l'amnésie traumatique se lève souvent pour les filles qui ont été abusées par leur mère, quand elles deviennent mères à leur tour. Voilà. Chez les garçons, c'est plutôt autour des difficultés sexuelles avec leur compagne ou leur partenaire. Il y a plein d'aspects qui font que j'ai toujours cru, quand j'étais petit, que j'étais un cas unique. Lorsque ça m'est revenu, à un moment donné de ma vie où j'étais fragilisé, je me suis dit, parce que j'en avais marre de masquer les vrais problèmes, oui, elle t'a violé, mais c'est pas de ta faute, en gros, il faut que tu continues à vivre. Ça, maintenant, ça t'est revenu à l'esprit, et bien, fais avec. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vacillé. Les gens ne se rendent pas compte des conséquences, ils restent uniquement sur l'aspect purement pratique, technique, un viol. Mais après, il y a le blackout, qui est un second coup. Et puis après, il y a le réveil et le retour porté à l'esprit, c'est un troisième coup. Et puis après, il y a la reconstruction, qui est un quatrième coup. Mais pour être un survivant, parce que je me considère malgré tout comme un survivant à ce viol, il faut qu'on soit... Il faut que l'on soit sûr que l'on vaut vraiment quelque chose. Il faut être sûr que la vie mérite d'être vécue. On est fragilisé, mais ça vaut le coup quand même. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça vaut le coup. Quand je rencontre une jeune fille de mon âge, eh ben, je suis époustouflé parce qu'elle est jolie, j'ai envie de lui parler, machin, etc. Mais je le fais pas, parce que j'ai peur. Parce que je suis toujours dans ce type de rapport dominant-dominé, c'est extrêmement difficile. C'est un problème, il va falloir que je le règle, ben, ça fait partie de l'un des chantiers. Et effectivement, j'attends peut-être cette fille qui me rassurera, parce que c'est pas qu'aux hommes de rassurer, cette fille qui me rassurera et qui me dira bah, je vais te réapprendre ce que c'est que la sexualité, la vraie sexualité, ce que c'est que la caresse d'une femme, et la caresse d'une femme qui t'aime vraiment, qui est autre chose qu'une caresse d'une mère, qui est autre chose qu'une caresse d'une femme agresseuse. J'attends cette femme.
La sexualité des adultes, comme son nom l'indique, c'est la sexualité des adultes. Il y a du désir de part et d'autre et c'est entre personnes capables de donner leur consentement. Un enfant ne peut pas donner son consentement à un contact sexuel. Bien évidemment, on n'est pas du tout dans un registre ordinaire et de vie familiale chaleureuse et intime. Ce sont des exceptions gravissimes, mais surtout qu'on n'aille pas dire qu'il faut arrêter de prendre ses enfants dans les bras, de leur donner un bain et de leur mettre de la crème sur la peau. C'est pas ça du tout. Là, on est dans des situations où les mères utilisent le contact avec l'enfant de façon sexuelle. Point barre.